Peut-on savoir quelque chose de l'UDPS que vous avez vu naître, que vous avez participé à sa naissance? Merci Michel pour l'opportunité que vous m'offrez. Au début de la décennie 60, de 60 à 70. Mais il faut remarquer qu'à partir de 70, commence la dérive totalitaire, la dictature, au point où le pays devait appartenir à un individu. La nation devrait appartenir à une seule personne, à la personne du président Mobutu, etc. N'oubliez pas la crise pétrolière qui est intervenue en 1973 avec l'aggravation de la pauvreté de la population dans la décennie 70, 80. Pendant ce temps, le régime qui devenait de plus en plus dans la dérive totalitariste n'avait plus la possibilité de pouvoir, résoudre les problèmes de la population. Est intervenues certaines décisions émotionnelles, celles véritablement de la zarianisation. Toutes les entreprises étrangères fût-elles ont été zarianisées, ont été remises aux Congolais comme des enquéreurs, n'ayant pas à la base une formation professionnelle liée aux opérations économiques. Ce qui a aggravé vraiment la situation déjà précaire, au point où la pauvreté a élu domicile dans notre pays. Cette situation grave s'est accentuée et il fallait véritablement le concours de certains parlementaires qui étaient à l'Assemblée nationale à l'époque, notamment M. Tshisekedi, ils étaient 13 parlementaires, ont décidé véritablement de pouvoir écrire en 1977 une lettre de 52 pages au président Mobutu pour dénoncer systématiquement la mauvaise gestion de la République qui a abouti à la grande pauvreté qu'on a observée à l'époque. Cette lettre de 52 pages a permis véritablement de décrire secteur par secteur comment le pays était complètement délabré. Et c'est de cette manière-là que Mobutu, vous savez, tout seul, qui aurait souhaité que les gens réfléchissent comme des bouteilles de prémices dans un casier de bière, la pensée unique, avait très mal perçu naturellement cet état de choses et a procédé véritablement aux arrestations, puis relégations. C'est comme ça que des gens comme Kibasa ont été... Kibasa, il était au bureau politique, c'est vrai, mais il avait adhéré naturellement aux idées, des parlementaires. Mais les vrais parlementaires à l'époque, vous avez des gens comme Etienne Tshisekedi, vous avez des gens comme Joseph Ngalula. Cette situation ne s'est pas arrêtée là. À 1978, on a vu la guerre de 80 jours. Cette guerre a été encore renforcée par la guerre de 6 jours, etc. Et donc, cette situation qui s'est dégradée de plus en plus, et malgré la lettre de 52 pages, n'est-ce pas, des parlementaires, Mobutu n'avait pas visiblement observé le respect d'un certain nombre de griefs qui lui ont été formulés. Et c'est comme ça que les parlementaires, donc un certain nombre de personnes, ont décidé de pouvoir aller vite créer un parti politique. Et c'est comme ça qu'est né l'UDPS. C'est comme ça qu'est né l'UDPS le 15 février 1982. Et là, au lieu seulement, on trouvait des parlementaires, on a ajouté des gens comme Liao Marcel, et on a ajouté des gens comme Kibassan qui était au bureau politique, etc. Et donc, ce groupe-là, Yabo Sassé, Ndjaka, qui était médecin, lui aussi, s'est inséré là. Et c'est comme ça que vous avez autant de fondateurs qui ont véritablement poussé à la création du parti le 15 février 1982. D'accord. Est-ce que nous pouvons, parce qu'il fait très chaud là où nous sommes, certainement on peut se mettre debout, en train de s'occuper et continuer notre propre causerie. Alors, l'UDPS naît le 15 février 1982, comme vous l'avez dit. Quels sont les moments forts
qui ont marqué le parcours de ces grands partis politiques que vous appelez aujourd'hui patrimoine de la République démocratique du Congo? Oui, il y a eu des moments très forts. Vous savez que lorsqu'on a créé l'IDPS en 1982, moi j'étais encore étudiant et finalement, donc, toujours dans la sensibilité d'étudiants, etc., bon, on a décidé avec un certain nombre de collègues et que la pauvreté continuait et qu'il fallait changer la gouvernance. Le peuple avait besoin de gens qui allaient quand même donner un coup de pouce pour réveiller la conscience du peuple. Tout à fait, le peuple était dans la souffrance la plus absolue. Le pays était dans un écosystème politique de pourriture intrinsèque qu'il fallait purifier. Et donc, l'arrivée véritablement de ces parlementaires et la création de l'UDPS, etc., a suscité véritablement les espérances et ça a suscité également les adhésions. Cette adhésion se faisait province par province, étant donné que les différents fondateurs étaient répartis naturellement aux 4 espaces géographiques de la République, etc. Et donc, ça continuait. Mais entre-temps, les gens étaient relégués. On fait comment? Et c'est comme ça qu'avec le grand conseil, les grands conseillers du président Mobutu, notamment à ce moment-là, c'était Kemalilo, qui avait travaillé de telle sorte qu'on puisse se rapprocher davantage des fondateurs de l'UDPS à son temps. Et l'idée, c'était de dire, oui, ils ont créé un parti politique. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de considérer l'MPR comme le parti, j'allais dire, le parti unique, mais qu'on ait de courant à l'intérieur du MPR pour permettre véritablement la gestion des contradictions et la somme d'intelligence qui devra jouer l'intelligence collective dans la perspective de chercher des alternatives pour faire avancer le pays. Et c'est justement sur base de ces contacts, de ces tractations, que finalement le conseiller du président de la République, Mobutu à l'époque, avait arraché le consentement des fondateurs qui en réalité étaient rappelés de leur millier d'origine pour aller finalement rencontrer le président Mobutu à Guadolité. C'est vrai qu'avant cela, il y a eu des tractations, il y a eu des étapes, etc. Mais quand cela ne tienne, les fondateurs sont allés véritablement à Guadolité. Et en 1986, va être signé, parce que vous avez demandé les moments forts, un accord de Guadolité, où l'on avait demandé de s'intégrer dans le MPR, mais qu'on ait des courants à l'intérieur du MPR. Mais écoutez, c'était juste la tactique véritablement du président Mobutu. Et c'est comme ça que les gens comme Kibasa Maliba sera nommé mais ministre de la jeunesse et sport. À l'époque, vous savez, Kibasa, en 1974, lorsqu'on a réussi la Coupe d'Afrique, Moseka à l'époque, c'était Kibasa qui était ministre du sport. Et donc, on a voulu rééditer naturellement cet exploit en lui confiant naturellement cette responsabilité. Des gens comme Joseph Ngalola ont été recrutés, des gens comme Anjaka Boussasé on leur a confié des entreprises, etc. Celle Tshisekedi n'avait pas mordi à la maison. Etienne a estimé, il connaissait bien Mobutu, que l'air déshydratant ne pourra pas aboutir. Et c'est comme ça que lui, en tout cas, il n'a pas adhéré naturellement à cette nouvelle dynamique qui a permis l'intégration de ses pairs à l'intérieur du mouvement populaire de la Révolution. Tshisekedi reste seul, ses camarades avec qui ils ont fondé l'UDPS sont débauchés par le président Mobutu. Non, ils entrent sur base d'un accord signé à Guadolité, sachant que Mobutu, en tant qu'animal politique, avait ses stratégies, avait sa vision, il connaissait ses objectifs, etc. Et Tshisekedi n'a pas voulu véritablement tomber sur ces pièges-là. Et c'est comme ça qu'en 1986, tous ces pairs sont opérationnels. Certains sont récupérés au niveau du comité central, certains au bureau politique, certains ministres, certains dans les entreprises. Tshisekedi reste ferme et inamovible. Voilà. Et alors maintenant, il fallait entendre 1988, où Etienne a voulu véritablement relever le défi. Alors, quels sont les moments les plus mauvais que le parti UDPS a traversé? En 1988,
lorsque, d'abord, on ne va pas rappeler comment les gens étaient tabassés, étaient emprisonnés dès la création du parti, etc. Comment les gens étaient relégués dans leurs villages respectifs, etc. Mais il faut reconnaître qu'en 1988, lorsque au Ngabi, Etienne Tshisekedi devrait tenir son meeting, eh bien, écoutez, il y a eu de représailles terribles. Il y a eu mort d'hommes, il y a eu de personnes blessées. Fondamentalement, Tshisekedi lui-même est arrêté, emprisonné, etc. Il en est de même des gens qui ont crié à lui, etc. Voilà. Donc, en 1988, c'était très fort. Et puis après, comme vous savez, les hommes politiques sont toujours libérés sur base des amnisties. Et voilà, Tshisekedi, bien qu'arrêté, bien que remis en selle par sa nouvelle dynamique, etc., a été libéré, finalement resté en résidence surveillée jusqu'à 1990. Et alors, avec la perestroïka, donc le vent qui a soufflé à travers le monde, où le mur de Berlin a été cassé, le glasnost qui a permis véritablement à la Russie de se déchiqueter. Et puis bon, voilà, donc ce vent est arrivé chez nous. Il y a eu un moment fort de revendications où les gens auraient souhaité véritablement vivre la démocratie et un état de droit, et au travers des mémos, des mémorandums. Et voilà, le président Mobutu avait finalement décidé de pouvoir déclencher le processus de démocratisation. Et c'était le 24 avril 1990. Le soir, le président Mobutu, précisant un peu sa vision vis-à-vis de la presse nationale et internationale, eh bien, lui dira finalement qu'on devrait avoir 3 partis politiques. Et sur les 3 partis politiques, il croyait avoir le MPR, l'UDPS, puis le Front commun des nationalistes, en fait, parce que c'était une filiation du MPR. À l'époque, c'était Maître Kamanda, etc., et Mandougou Boulaniatou. Vous savez, ce sont des fils maison du MPR, eh bien, qui visiblement se présentaient comme un courant à part. Et donc, mais en précisant qu'il y aurait 3 partis politiques, le président n'a pas compté avec l'intransigeance. L'intransigeance, n'est-ce pas, de l'UDPS qui était encore recomposé. Tous les amis de Tshisekedi qui étaient dans les institutions de la République ont refait surface. Il y a une recomposition du site politique. Ils sont revenus naturellement pour animer leur parti qu'ils ont créé. Et c'est comme ça que l'UDPS est encore revenu en selle, en ayant comme président à l'époque, c'était Frédéric Kibassa Maliba. Et donc, l'UDPS entre en selle, et puis l'UDPS conteste la vision de Mobutu de pouvoir limiter le parti politique à 3. Et l'UDPS réclame naturellement qu'il y ait le multipartisme intégral. Beaucoup pensent aujourd'hui qu'en créant un parti politique, ils ont oublié l'histoire, qu'il y a des gens qui se sont battus, qui ont sué pour que le multipartisme intégral se réalise. C'est donc après le 24 avril, je crois vers le mois de septembre, octobre, que finalement l'UDPS a insisté pour que le multipartisme intégral soit accepté. Et c'est pour cette raison que finalement Mobutu a accédé à la demande de l'UDPS où il fallait avoir un multipartisme intégral, et c'est là qu'est né autant de partis politiques sur base d'une vision mobutiste, de créer ce qu'on appelle des partis alimentaires, ce qui a été copié même par le régime qui vient de s'achever, etc., où on crée des partis essentiellement alimentaires, mais qui ne sont pas véritablement destinés pour booster ou transformer la République. Alors, la vraie démocratie, mais aussi les sociales des Congolais, qu'est-ce que l'UDPS devra maintenant présenter, étant donné qu'ils sont arrivés aujourd'hui au pouvoir à travers son président élu dernièrement, le président Félix Tshisekedi Tshilombo?
Ouais, bon, avant de répondre à cette question, je voulais simplement vous dire que depuis les années 90, Mobutu avait tenté de démanteler, avait tenté de désintégrer, de désarticuler l'UDPS et de temps en temps, il y a eu des migrations des uns des autres pour véritablement jouer le jeu du pouvoir. Mutantus avec le régime Kabila, etc., quand il est arrivé, avec autant de débauchages, etc. Et voilà, beaucoup de nos compatriotes sont allés et travailler au service des individus. Aujourd'hui, Dieu a voulu effectivement qu'après un lourd combat, un combat qui a véritablement été parsemé de beaucoup de douleurs d'enfantement, on a l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Alors maintenant, quelles sont, n'est-ce pas, les attentes? Les attentes du peuple congolais. Première chose, si l'IDPS s'est battu, c'est ce que l'IDPS a compris finalement que la population était dans la pauvreté, raison pour laquelle les 13 parlementaires ont réagi. Et alors maintenant, le premier défi véritablement de l'IDPS, c'est justement de lutter contre la pauvreté. La pauvreté est restée pendante. Le président Tshisekedi, j'allais dire Félix Tshisekedi, s'est inspiré véritablement de la thématique électorale du président Tshisekedi, le père, en 2011, le peuple d'abord. Et c'est comme ça que le Félix Tshisekedi, comme candidat, a intitulé son programme, j'allais dire son offre politique, vaincre la pauvreté. Alors, vaincre la pauvreté suppose que le gouvernement de la République, au lieu de se distinguer dans le vol, dans le pillage des ressources, etc., dans l'enrichissement insolite, dans l'enrichissement personnel, etc., devra travailler pour le peuple d'abord. Alors, dans quel secteur? Premier secteur. Aujourd'hui, on a difficile d'avoir les investisseurs. Simplement parce qu'il y a de l'insécurité. Le climat des affaires doit s'améliorer. Félix dit, première chose, l'insécurité. Et vous savez que cette insécurité est devenue endémique à l'est de la République. Et ça se contamine au fur et à mesure dans beaucoup de nos provinces. Les Congolais sont toujours en migration, simplement pour rechercher le mieux-être ailleurs. Il faut arrêter cette insécurité qui est documentée, j'allais dire animée, par 3 acteurs. Les acteurs internationaux qui sont les multinationales, les acteurs sous-régionaux qui deviennent véritablement des sous-traitants, nos voisins de la sous-région, et les acteurs internes, c'est qui des Congolais qui assument des responsabilités et qui sont en acquaintance dans une sorte de complotation pour se partager des richesses avec tous ces acteurs dans une sorte de convergence d'intérêts. Et donc, le président pense, j'allais dire Félix Tshisekedi pense qu'il faut un agenda stratégique qui distribue des contacts avec les 3 compartiments pour arriver à construire une paix durable. Quelqu'un disait, et ça c'est le président Félix qui le répond pour dire qu'une certaine paix n'est pas la paix certaine. Une paix sans pain, ce n'est pas la paix. Et il croit qu'avec le social, on peut arriver véritablement à lutter contre la pauvreté. Et au niveau du social, il y a d'abord l'éducation. Et par rapport à cette éducation, nous avons d'une part l'enseignement primaire et secondaire, nous avons l'université, etc. Au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, on doit savoir quelle est la population scolarisable, quelle est la population scolarisée. Et donc, les écarts doivent être complétés par la création des écoles dans des endroits où il n'y en a pas. C'est très important. Et non seulement créer les écoles, mais il faut également équiper ces écoles. Mais il faut bien payer les enseignants. Encore qu'il faut également se poser la question sur l'utilité des enseignements qui sont organisés, s'ils répondent véritablement aux besoins, parce que généralement, ces enseignements sont des enseignements qui sont en divorce avec nos besoins de développement. Il faut la santé, et par rapport à la santé, il faut des infrastructures sanitaires, il faut des infrastructures de télécommunications, il faut que les gens soient bien payés, il faut équiper, il faut également jouer sur les activités agricoles. Aujourd'hui, le budget lui-même n'est pas concordant. Il faut augmenter le budget pour être conforme, n'est-ce pas, aux résolutions de Maputo qui demandaient qu'on puisse aller jusqu'à 10%, encore qu'aujourd'hui on est à moins de 1%. Il faut travailler pour la répartition foncière. Il faut une loi qui permet même aux paysans de pouvoir accéder véritablement à les lopins des terres sans beaucoup de difficultés. Il faut travailler sur la formation des paysans, etc., par la remise en selle de ce que nous appelons le centre de vulgarisation agricole, le centre
de production de semences, des magasins sémenciers dans tous les endroits. Il faut une banque agricole qui renaît à la place de ce qu'on a mis, les cadastres miniers, que cette banque revienne, la Société financière de développement, SOFIDE, que ça revienne, et que les coopératives d'épargne et de crédit reviennent, les institutions de microfinance qui permettent aux uns et aux autres d'avoir le moyen, que ça revienne, qu'on cherche à dégager des marchés rémunérateurs, qu'on puisse travailler sur les différentes recherches agricoles. Tous les centres de recherche aujourd'hui sont inopérationnels. Si l'INERA aujourd'hui, un peu presque partout, aller à Ngadajika, aller à Mukumari, aller en Luiro, aller à Mulungu, etc., ça pose problème. Il faut remettre véritablement, il faut subventionner toutes ces institutions, etc. Mais il faut également la décentralisation. Oui, la décentralisation, parce qu'aujourd'hui, le pays est vaste, il est 9 fois le Japon, 120 fois le Luxembourg, 1200 fois le Sao Tomé Principe, 80 fois la Belgique, 5 fois, 4 fois et demi la France. Et donc, on a besoin qu'on puisse faire une sorte de restructuration géographique. Cette restructuration géographique pose la problématique de la répartition des compétences entre 3 instances. Il y a le niveau national, le niveau provincial et le niveau local. Et qu'à chaque niveau, qu'on ait la possibilité d'avoir la capacité d'initiative, la capacité d'impulsion, pour que chaque budget à différents niveaux puisse servir véritablement à desservir des services de qualité à la population. Ça, on en a besoin. Et le président Félix a débattre par rapport à ça, mais encore qu'il y a un autre défi le plus important, c'est qui doit travailler avec lui pour réaliser véritablement cela. Voilà, et donc le recrutement d'un personnel, parce qu'on ne peut pas envoyer des stagiaires dans une salle d'urgence. Et donc pour le dernier élément d'anniversaire, chers combattants, vous avez été au devant de la scène, vous vous êtes battus, beaucoup sont morts, beaucoup ont été divorcés, beaucoup n'ont pas étudié, beaucoup sont devenus véritablement des veufs ou des veuves, simplement parce que vous avez crié à quelque chose d'important, que le Congo fonctionne autrement. Aujourd'hui, Dieu a voulu, notre combat a voulu que nous ayons un président à la tête. Nous avons intérêt aujourd'hui de désintoxiquer nos émotions, de considérer qu'aujourd'hui nous avons plus de responsabilités qu'avant. Regardez comment les gens pleurent à tout moment. Regardez le cri de la population, peuple d'abord, se référant naturellement à la vision d'Étienne Tshisekedi. C'est maintenant plus que jamais. Au lieu que nous puissions nous engager pour nous entretuer dans la recherche du pouvoir pour le pouvoir, qu'on puisse faire le check-in des meilleurs d'entre nous, ceux qui véritablement dans les différents secteurs de la vie nationale se sont distingués, que ceux-là prennent les responsabilités. Donc le moment va se stabiliser, chacun de nous trouvera son compte. Mais c'est battre aujourd'hui, mordicus, même si on n'a pas quelque chose à proposer, pour permettre à ce que le pays puisse respirer, puisse être oxygéné, ça risque d'être un danger public. Et personne ne nous pardonnera. Parce qu'aujourd'hui, nous avons suscité les espérances, nous avons suscité les attentes. Encore qu'il faut véritablement bien le gérer. Mais là, on a besoin de professionnels. Et c'est comme ça que le président de la République, il est considéré comme le général d'armée. Et devant lui, avec lui, il faut qu'il y ait des tireurs d'élite, des militaires professionnels. Et ça, dans les différents secteurs de la vie nationale. Et donc, chacun doit se faire des concessions, chacun devra se faire des violences pour qu'on cherche les meilleurs d'entre nous. Donc, on aura afflué les richesses de la République au travers des technologies qui seront mises en place, en changeant véritablement le modèle des universités. Parce que les universités aujourd'hui produisent des chômeurs de luxe. Nous avons besoin que ces universités deviennent des lieux où on produit des technologies qui transforment nos minéraux. Parce qu'il y en a beaucoup qui transforment nos richesses naturelles, etc. Et ça ne se fait pas simplement par la simple volonté. On a trop de politique, mais on n'a pas trop de techniques. Le langage aujourd'hui, c'est d'avoir autant de techniques plus que de politique. C'est de cette manière-là qu'on va relever le défi. Voilà. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Merci beaucoup, M. Norbert Yamba, pour nous avoir accordé les quelques minutes. Nous t'avons pris à pied levé dans ton bureau et nous sommes à la place des évolués pour échanger autour de ces 38 ans du parti UDPS, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Merci beaucoup pour les temps que vous avez accordé. C'est moi qui vous remercie et je continue à vous féliciter sincèrement, Canal Futur, pour l'énorme travail qu'il est en train véritablement d'abattre. Je pense que coup de chapeau, Vital Kamerhe et son équipe, parce que là, sincèrement, il n'y a pas plus que patriotique que ça. Merci beaucoup. Merci bien. Merci.